On évoquait ce référendum au Ghana, ce sera demain, jeudi 27 décembre, sur la création de 6 nouvelles régions. Et donc, on voyait avec Francisco la perspective même de 2020 pour le président Nana Akufo-Addo dans ce projet-là. Oui, je disais donc, moi, je ne vois pas en tant que tel l'intérêt avec les régions de scinder encore des régions pour avoir 6 nouvelles régions. Mais je parlais plutôt de ce que le Ghana fait avec ces régions. Et ces régions qui sont gérées de façon un peu autonome et qui ont quand même, à qui on donne les moyens. Donc, les ramener peut-être à une taille plus ou moins homogène ne serait pas mauvais en soi. Quand on parle de la France qui veut réduire ces régions, la France a beaucoup de moyens, de technologies qui permettent d'éliminer certaines tâches. Alors que chez nous ici, même la route, pour arriver d'un point à l'autre, c'est difficile. Et donc, si les régions peuvent, les nouvelles régions créées, peut fonctionner comme les autres et hisser le Ghana, disons, vers l'émergence, on ne peut que féliciter l'initiative. Mais, Germain, il faut prendre aussi très au sérieux ceux de la Volta Region qui ne sont pas très favorables à la scission de la région. Oui, il faut prendre cela au sérieux. Bon, pour le politique, même si on ne veut pas le reconnaître, le président Nana Akufo a envie quand même de séduire la population parce que quand on crée de nouvelles préfectures, quand on crée de nouvelles régions, les gens sont contents parce que c'est de nouvelles administrations qu'on met en place, de nouveaux emplois qu'on crée, c'est une forme d'autonomie qu'on veut offrir davantage aux populations, même si dans les faits, encore une fois, la décentralisation n'est pas toujours réussie dans nos pays, mais on gagne des points sur le plan politique. Et donc, je crois que s'il a lancé ce projet-là, c'est pas pour renforcer la décentralisation, parce que quand vous voyez les régions, il y en a qui sont beaucoup plus vastes que d'autres, mais ce n'est pas par rapport à cette taille-là qu'on a choisi les régions qu'il faut peut-être scinder. Voilà, donc je crois que c'est là est toute la question aussi. Voilà, je crois que il y a une visée électoraliste indéniable donc derrière ce projet-là, même si on vante les mérites de la décentralisation, il y a un objectif que le président ou le gouvernement actuel poursuit. Maintenant, est-ce que ces régions qui sont ciblées, qui devraient être créées, ces 6 régions-là, est-ce que les populations vont adhérer à ce programme-là, donc avec les limites prescrites par la loi et les quorums, en tout cas, qu'il faut atteindre, des pourcentages qu'il faut atteindre lors de ce référendum. Donc on attendra de voir si les processus de décentralisation étaient réussis et ne reposaient pas sur le pouvoir central. On pourrait s'en féliciter. On parle même de la France. Le problème aussi se pose là-bas. L'État a du mal à financer les régions. Les régions ont du mal à être autonomes financièrement. Il faut revenir, il faut les réduire. Et puis, il y a un Togolais qui est rentré de Suisse récemment, qui devait lancer un mouvement politique. Je ne sais pas où il en est. Et lui, au Togo, par exemple, il proposait même carrément de ramener à 3 régions. À 3 régions, pour être plus efficace selon lui. Bon, je ne sais pas quel est le programme qu'il a derrière tout cela. Maintenant, au Ghana, c'est le contraire. On va passer de 10 à 16 régions, probablement, si le référendum, le oui l'emporte. Si le oui l'emporte. Je ne sais pas comment tout ça va s'organiser. Donc, on attendra quand même de voir demain. Alors justement, là se pose également la grande question parce que on a envie de créer de nouvelles régions, c'est vrai, mais puisqu'on veut rapprocher l'administration des populations, mais les régions doivent être viables aussi. Oui, et les régions doivent être viables. Je crois que ceux qui proposent d'ajouter des régions
et ils ont pris la mesure de la chose et ils se sont préparés pour. Et ces choses-là ne s'improvisent pas. Et c'est des choses qui ont été mûries, des idées qui ont été mûries et qui ont été préparées. Et n'oubliez pas aussi que c'est un programme de société ou bien des projets que le candidat à dos avait comme projet de société lors de sa campagne électorale. Donc, non, mais là, il attend la fin de son mandat pour... peut-être que c'est pour aussi tenir une promesse de campagne. Et à part la contestation, n'oubliez pas aussi qu'il y a des gens qui sont contents aussi que ces régions soient créées. Et nous sommes en démocratie. Et lorsque la majorité décide que ces régions soient créées, c'est qu'elles seront créées. Et si elles la rejettent, elles ne seront pas créées. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Et comme vous venez de le dire, ça permet de rapprocher la population de l'administration. Et en plus de cela, bon, c'est difficile pour moi de le prononcer, mais en termes d'identité, quand on parle de la Volta, et maintenant il y a la Volta, c'est un exemple, la Volta et Loti. Les gens de la région de Loti qu'on est en train de créer maintenant se retrouvent plus entre eux que lorsqu'ils sont dans la Volta de manière générale. Et il faut aller au niveau de Kédébi et dans le Djaska pour voir la réalité de ce que l'on dit. Et puis... oui, mais ça veut dire quoi? Que l'État entérine le régionalisme, c'est-à-dire le communautarisme? Non, pas du tout. Vous voyez que les gens, les communautés, quand ils se retrouvent et ils se sentent concernés eux-mêmes par le développement de leur milieu, je crois que ça permet à l'État aussi de pouvoir asseoir son programme et aller vite pour l'émergence. Vous n'êtes pas sans savoir que le Ghana aussi vise l'émergence. Tous les pays africains visent l'émergence. Pour le Ghana, c'est encore un peu plus poussé. Et il faut, selon les initiateurs de la création de ces nouvelles régions, c'est aussi pour accélérer le développement au niveau du pays. Et on ne peut que les encourager s'ils parlent du développement. Et n'empêche que les gens, les détracteurs, les détracteurs prêtent les idées électoralistes, ça c'est politique, mais la réalité c'est qu'ils visent le développement par la création du service. Ce qui est aussi positif, il y a deux citoyens qui ont saisi la justice ghanéenne pour qu'elle se prononce sur disons l'organisation des élections. D'ailleurs, au fait, pour eux c'est la procédure. La procédure qui était viciée, mais il faut qu'on corrige, qu'on remette les choses en ordre. Et ils ne se disaient pas, non, il faut laisser le référendum. Là aussi, c'est l'intérêt du garant de voir que des citoyens ont saisi la justice et attendent que la justice donne, n'est-ce pas, son verdict. Mais un mot sur le seuil même de validité. Il faut 50% de participation, ça on comprend, parce que dans la démocratie, la moitié doit participer. Mais 80% de oui, c'est élevé. Hein, non, c'est quoi on dit? Il faut 50% de participation. Et sur les 50% qui sont déjà 100%, ça devient une nouvelle base. Ça veut dire que si nous sommes 100 à aller voter, il faut que si nous sommes 100 inscrits à s'inscrire, il faut que 50 votent. Maintenant, sur les 50, il faut que 80% disent oui. C'est fort, 80%. Oui, c'est important parce que pour décider, comme il a dit, de mettre les gens communauté, de les séparer des autres et autres, il faut quand même une forte majorité pour pouvoir, n'est-ce pas, procéder de cette façon. Sinon, on ferait quelque chose qui sera limite et qui va créer des problèmes. Oui, mais quand on met par exemple 50% de participation et qu'on voit un peu de façon générale la participation au processus électoral qui est
plus, c'est une tendance vers la baisse. 50% déjà, ça va être difficile à atteindre. Je ne sais pas si les Ghanéens ont l'habitude des élections. Oui, si ils n'ont pas les 50%, ça veut dire que le référendum n'est pas valable. Donc il n'est pas reconnu parce qu'il s'agit de questions cruciales. Il faut diviser un territoire, il faut le réorganiser. Il faut au moins que la moitié de la population concernée, en tout cas ceux qui ont l'âge de voter, puissent se prononcer. Bon, maintenant, quand on fait les 50% et les 80% dans les 50%, ça revient à 40% en réalité. Ça veut dire qu'il faut au moins que 40% des inscrits décident qu'il faut le faire. Donc même 40% des inscrits, ce n'est pas ça, mais c'est un minimum acceptable parce que, comme vous l'avez dit, il y a des... 50 Non, c'est-à-dire quand on fait les 80%, les 50%, ça fait plutôt 40% des inscrits qui doivent voter, oui, pour que ça passe. Donc quand on connaît le taux de participation qui est à la baisse, donc c'est acceptable si 40% des citoyens se donnent la peine d'aller voter, d'approuver une telle création. Donc ça pourrait être une bonne chose. Mais encore une fois, je crois qu'on crée beaucoup plus de régions pour être bien vu. C'est vrai, la population apprécie. Mais après, il n'y a pas... C'est pas viable, comme on le disait. Il n'y a pas les moyens. Vous allez voir des maires qui n'ont pas les moyens pour travailler dans plusieurs pays en Afrique. Ou même au Togo, on dit pendant longtemps d'organiser des locales. Il n'y a même pas d'infrastructure d'abord, où les maires pourront même rester. Il n'y en a même pas. Dans plusieurs pays africains, c'est ça. Aujourd'hui, en RDC, ils se disent on va aller aux élections. Ils ne sont même pas prêts, mais ils sont déjà décidés. Maintenant, on reporte, il y a des problèmes. Donc, au Ghana, je ne suis pas certain que tout soit assez peaufiné pour créer six nouvelles régions qui peuvent être viables. Mais c'est vrai que la décentralisation est une bonne chose. Maintenant, nos États n'ont pas les moyens d'accompagner cela et les élus aussi n'ont pas les moyens de demander plus de contributions des populations. Parce que si vous êtes élu, aujourd'hui, vous venez vous imposer de nouvelles taxes à vos citoyens parce que vous avez besoin d'argent pour travailler, ils ne vont pas accepter cela parce qu'ils ne voient pas la décentralisation comme ça. Et donc, quand l'État doit dépenser, au lieu de donner l'argent aux élus locaux pour dépenser, développer leur localité, l'État ferait mieux de le faire lui-même. Donc, les parts de l'État à ces localités et à ces collectivités locales diminue de plus en plus dans tous les pays, y compris dans les pays occidentaux, d'où la nécessité de mûrir vraiment la réflexion avant de créer de nouvelles régions. Voilà. On va passer maintenant au second sujet, le Sénégal. C'est loin de Dakar depuis Doha, au Qatar où il vit depuis qu'il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall, que Karim Wade est sorti de son silence le 22 dernier pour lancer sans prendre des gants dans la campagne pour la présidentielle de 2019, condamné en 2015 pour enrichissement illicite. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a profité d'un message adressé aux croyants pour s'en prendre vertement au président. Il a parlé du président Macky Sall, qu'il a qualifié de beau parleur, ignorant et incompétent. Dans ce qu'il qualifie d'ultime message, il promet au pouvoir des lendemains électoraux difficiles, susceptibles de mettre en danger la stabilité du pays. Beau Soleil Obekou, est-ce que celui-là ne devrait pas définitivement la fermer? Oui, et au fait, la réelle politique comment exige que, à mon avis, le PDS cherche un candidat qui n'a pas de problème pour pouvoir affronter le président Macky Sall lors des élections de février, je crois, prochain. Et la sortie de Karim Wade n'a rien apporté de positif à son parti, le PDS. Et c'est un politicien et il n'a fait que jouer son rôle d'opposant au président Macky Sall. Mais en réalité, ce qui se passe sur le terrain au Sénégal est plus sérieux que ça. Et sachant pertinemment que
Karim Wade ne pouvait pas se présenter aux élections parce que juridiquement, il a été condamné à plus de 5 ans de prison et le code électoral exclut toute personne condamnée à plus de 5 ans de prison et s'obstiner à garder au niveau du PDS Karim Wade comme candidat, c'est que franchement on ne donne pas la chance aux militants, d'abord aux militants et sympathisants de ce grand parti de pouvoir s'exprimer réellement pour confronter un peu le candidat du pouvoir. Mais au fait, moi j'ai trouvé un peu un Karim Wade un peu amateuriste, excusez-moi, parce que tout ce qu'il a raconté sur le président Macky Sall, la réalité du terrain est tout autre, parce que le président Macky Sall a un bilan à défendre. On sait que à son arrivée et dès sa prise de pouvoir, il a apporté beaucoup de changements par rapport à l'administration du père de Karim Wade et vous allez voir aussi que le porte-parole du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement, qui est aussi le porte-parole du gouvernement, a répondu à Karim Wade disant qu'il a fait plutôt il a encore donné un coup au bilan très critique de son père, et tout en relevant aussi certains points comme la croissance, ne serait-ce que la croissance qui a fortement augmenté lors de la gestion de Macky Sall par rapport à la gestion d'Abdoulaye Wade. Donc je pense que ils sont en train de créer un grand boulevard à Macky Sall au niveau du PDS et c'est déplorable à mon avis. Mais pour un Karim Wade qui a été ministre du ciel et de la terre, son papa a dirigé le pays de 2002 à 2012 et qui vient critiquer le bilan de son successeur, on est dans quel monde là? Il est dans son rôle. Il a fait 12 ans, je crois, de ministre et fils à papa. Moi, ses propos, je les qualifierais, moi, de caprice de fils à papa, qui est aux abois. À la différence des autres, peut-être, lui, il a l'argent, d'accord? C'est son père qui le conseille souvent aux gens. Il a l'argent. Ils ont un parti fort, mais la différence, lui n'a pas l'armée derrière lui. Donc, il ne pourra que rester à Doha pour crier de cette sorte. Et si on veut être président, ce n'est pas comme ça. Et puis, un lendemain électoral désastreux, même les populations risquent d'avoir peur de vous. Donc, disons que il a vu que lui, il a échoué. Et parmi les autres, il ne peut jamais être président au Sénégal. Et donc, il lance ses dernières pierres, n'est-ce pas, à Macky Sall. Et à voir le bilan de Macky Sall. La dernière fois, il est parti en France. Je crois que la France lui renouvelle encore déjà un mandat parce qu'il est parti pour ramasser une dizaine de milliards ou quoi, j'oublie les chiffres. Il en a rapporté plus quand il est parti pour chercher des financements. Donc ça veut dire que déjà la France et les Français le plébiscitent. Donc il sera encore président du Sénégal le mandat prochain. Et donc que Karim Wade se prépare, et il a des casseroles au pays. C'est beaucoup parce que c'est de l'argent. Il a fait 12 ans et tout le monde sait qu'il était le ministre du ciel et de la terre et qu'il justifie ce qu'il a gagné comme argent, c'est ce qu'on lui demande. Et que ce qu'on lui a condamné de payer, qu'il le paye à l'État du Sénégal. Et on verra après si quelqu'un le poursuit encore
on saura ce qu'il faut dire. Peut-être que nous, on ira le soutenir sur le terrain. Donc, moi, en fait, c'est juste des grimaces que lui est en train de faire de là. Il ne peut pas nous dire que pendant ces 12 ans qu'il a fait au ministère, avec tout ce qu'on connaît de lui, on a vu, et tout ce qu'il possède comme richesse. Le papa était dans l'opposition, il n'avait pas autant de moyens, mais avec cette bénédiction, il a pu suffisamment amasser. Je dis, il est riche, ils ont un parti très fort qui peut positionner un autre candidat, mais bon, peut-être que, comment l'appelle-t-on, le papa Abdoulaye Wade, il est toujours là-bas, il tissait les ficelles. Maintenant, je crois qu'il a compris qu'il doit se temporiser, mais le parti a besoin, n'est-ce pas, de trouver un autre candidat. C'est ça le courage qui manque dans nos partis politiques en Afrique. Que les gens se lèvent pour dire non, que notre parti ne doit pas être accroché à une famille et qu'on dise que si le père n'est pas là, c'est le fils ou le petit-fils. Donc il faut que ça cesse et que le Parti socialiste du Sénégal arrive à trouver pour les prochaines élections, parce que déjà Karim a déjà déposé sa candidature et qui ne sera pas validé parce qu'il a été déjà condamné à 6 ans de prison. Non, je crois que c'est 5 ans. Bon, 5-6. Vous parlez de Karim. Oui, Karim, 6 ans. 6 ans. C'est Khalifa Sall qui a pris 5 ans. Voilà. Donc, sa candidature ne sera pas validée, ce que serait comme pour Jean-Pierre Bemba en RDC. Donc, il est fort clos. Et puis, toute l'attention est tournée vers lui. Il sera difficile de trouver un candidat de remplacement. Donc, je pense que pour la prochaine élection, c'est-à-dire que après ce dernier mandat de Macky Sall qui va arriver, donc il va falloir que le Parti socialiste se donne un autre leader différent de la famille Wade pour pouvoir évoluer. Germain, justement, pourquoi maintenir Karim Wade comme candidat quand on sait qu'il ne le peut pas, il ne peut pas être candidat? Oui, c'est ce qui est un peu dommage, parce que d'abord, il n'est pas sur le territoire. On sait que c'est grâce à l'intervention du Qatar qu'il a bénéficié donc, de la grâce présidentielle. Il doit de l'argent au pays. Et selon la loi, il ne peut pas être candidat. Mais le PDS donc, s'entête à le présenter comme candidat face à une coalition qui est très très forte, un président comme Bossolé venait de le dire, qui a marqué le Sénégalais avec son premier mandat et qui a été pratiquement auréolé avant l'heure le 1er décembre dernier. Donc avec son investiture, il a été investi au moins par 4 formations politiques, donc avant le show final du 1er décembre, auquel ont participé plusieurs chefs d'État donc, de la sous-région. Donc en face, il y a un président qui a presque son second mandat en poche. Ça sera une formalité. Je pense peut-être que le PDS sait que même en envoyant un autre candidat, il ne ferait pas le poids. Alors il vaut mieux... Le PDS même est une machine redoutable aussi. Je n'ai plus cette machine qui était en 2011. Parce que quand on voit le parti de Macky Sall, l'Alliance pour la République, donc, qui avait recueilli 26% donc, au premier tour, il a su quand même s'allier les autres forces, notamment même le Parti socialiste et tout ça, pour former une grande coalition qui a été maintenue jusqu'à aujourd'hui. Ils ont su se partager le pouvoir après la victoire et aujourd'hui, cette coalition-là domine totalement la vie politique, domine totalement l'Assemblée nationale, fait passer toutes les lois et ont permis donc de faire beaucoup de réformes et d'éliminer même légalement certains candidats. Il n'y a pas que ces gens-là, il y a eu la loi sur le parrainage en avril qui a permis d'éliminer plusieurs candidats parce que le Sénégal
à plus de 200 partis politiques. Donc il y avait des candidatures fantaisistes donc aux élections. Tout ça, ils ont mis un peu d'ordre dedans. Et puis un grand travail a été fait. Les partis en Afrique, on a vu ce qui se passe en RDC après la mort d'Étienne Tshisekedi. Enfin, nous, de l'extérieur, on a été un peu déçus que ce soit son fils qui reprenne la succession, mais ce n'est pas nouveau. On a vu ici au Togo, J-Chris Olympio, on a vu les Alberto Olympio au parti des Togolais. On a vu même le jeune Bassé Kagbara aussi. Donc on a même annoncé un fils à Gouébo à la succession du CAR et tout ça. Malheureusement, les partis politiques en Afrique reposent généralement sur une personne. Oui, bon, lui il a un pouvoir. Non. Je ne veux pas parler de Trudeau au Canada, des Bush aux États-Unis, des Kenyatta, tout ça. Non, je parle de... Donc, je crois que c'est un peu dommage, mais les partis reposent sur des personnes. C'est une personne qui finance. Ici, par exemple, quand vous prenez à l'époque le CAR, c'est Maître Agouébon qui finançait essentiellement. Donc, donc après, c'est facile de dire, bon, après moi, c'est mon fils. Les autres n'ont pas leur parole à dire. Mais je pense que ici, c'est juste pour discréditer, tenter de discréditer Macky Sall, parce que même s'il trouvait un candidat de substitution, il ne ferait pas le poids, et surtout qu'au niveau du Parti socialiste des dissidents, avec Khalifa Sall, qui a fait une petite coalition avec Karim Wade il y a quelques jours, le 17 décembre. Les deux sont allés déposer d'ailleurs leur candidature au Conseil constitutionnel, sachant bien que les deux candidatures seraient rejetées. Alors que s'ils voudraient gagner, ils auraient pu se rapprocher et créer un front commun et tenter peut-être de déstabiliser Macky Sall qui a pratiquement son prochain mandat en poche. On va marquer la pause et on revient après le journal.